Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de présenter un patrimoine un petit peu particulier et c'est justement pour ça que je l'ai choisi. Donc j'ai aussi écrit à deux autres personnes qui m'ont envoyé leur patrimoine pour avoir un petit peu plus de précision. Mais voilà, ce sera pour une prochaine émission. J'ai préféré me concentrer sur un seul patrimoine cette fois-ci, qui est un peu particulier, vous allez le voir, parce qu'on va parler plutôt objets de collection, métaux précieux, etc. Donc c'est ça que j'ai trouvé sympa. Donc la personne qui m'a envoyé, on va l'appeler Anthony, vous savez, j'anonymise les contenus. Je ne connais pas son âge, en fait. Ce que je sais, c'est qu'il est numismate professionnel, apparemment depuis peu de temps. Enfin, c'est un passionné depuis longtemps, si j'ai bien compris. Mais il a changé de métier suite au Covid. Patrimoine net de 445 000 euros à peu près. Et son objectif, mais ça, on va le voir, c'est assez clair pour moi, en tout cas, en voyant son patrimoine, c'est préservation du patrimoine avec quand même pas mal de passion dans ses choix. On va voir, un choix assez clair. Donc avant de passer au travers de ces méthodes, on va dire d'achat, vente, stratégie, etc., je vais déjà passer en revue son patrimoine. Alors on voit qu'il a sa résidence principale pour 240 000 euros avec 70 000 euros de dette. Ensuite, il a un appartement locatif, à nouveau 240 000 euros, 85 000 euros de dette, donc 155 000 euros net. Ensuite, et c'est là où ça devient plus intéressant, il a des métaux précieux pour 22 000 euros. Il a du cash pour 45 000 euros, mais il m'a indiqué que c'était pour un projet. Donc voilà, il faut enlever un peu ça du cash disponible, on va dire. Ensuite, il a des objets de collection pour 18 000 euros. Alors, il m'a dit que c'était notamment des montres Rolex et Longines, mais peut-être qu'il y a d'autres choses là-dedans. Ensuite, des titres. On va voir son portefeuille bourse un petit peu plus tard. Et puis, au travers de sa société, il a des pièces. Je suis allé voir son site parce qu'il m'a donné son site internet, ça fait très envie. C'est vrai que moi je ne suis pas particulièrement un collectionneur, c'est pas trop dans ma personnalité, mais voilà, il y a des pièces qui sont vraiment super, qui sont de la période romaine, etc. Des pièces beaucoup plus modernes en or, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Il a un petit peu de dette en face de ces pièces, donc pour un montant net de 25 000 euros. Donc voilà, patrimoine brut 614 000, patrimoine net 444 000. Alors au niveau des pièces, il ne m'a pas donné trop de détails. Apparemment, il aurait surtout des petites pièces en or, des 5 francs, des 10 francs et des 20 francs or Napoléon. Il a aussi quelques pièces d'argent. Et puis, alors oui, il m'a aussi donné le détail de son portefeuille boursier. Alors c'est marrant parce que moi je m'attendais à un profil très conservateur au niveau des titres, des actions en portefeuille. Et en fait, non, pas spécialement. Alors, c'est pas classé par... donc, il a du 1600 de cash. Ensuite, c'est épargne pension. Donc, j'imagine que c'est pour sa retraite. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais ensuite, en titre, il a de l'Alphabet, de l'Amazon, du S&P 500, du Meta, du Microsoft, du Occidental Petroleum. Donc, j'imagine qu'il suit un petit peu ce que fait Warren Buffett. Je dis ça parce que sinon, il n'y a pas trop de raison de s'intéresser particulièrement à cette pétrolière-là plutôt qu'à d'autres. Il se trouve que comme c'est un peu la préférée de Warren Buffett dans le pétrole, j'imagine que c'est un peu lié à ça. Tesla, sa plus grosse position en direct. Il a aussi du PayPal, Bank of America, Capital One, donc qui fait du crédit. Et puis Unibail, donc une foncière qui fait surtout de l'immobilier commercial. Alors, c'est assez marrant parce que finalement, il est très orienté tech au sens large, parce que PayPal, on peut la classer à moitié dans la tech, à moitié dans la finance. Voilà. Et puis un petit peu de finance immobilier. Et effectivement, il a cette position en Occidental Petroleum qui sort un petit peu de... Voilà, j'allais dire, on se demande ce qu'elle fait là. Non, pas du tout, elle diversifie bien le portefeuille, mais comme je disais, on sent peut-être un peu l'influence de Warren Buffett. Et ce qui est marrant de voir ces quelques technologies-là, c'est que, alors, c'est pas du tout ce qu'a voulu faire Anthony, mais moi, ça m'a fait penser à une stratégie qu'on appelle la stratégie barbell. Barbell, sont les haltères, en fait, avec de chaque côté d'une balle d'haltère, on a des poids, d'une barre d'haltère, on a des poids. Et en fait, dans cette stratégie barbell, ce qu'on fait en général, c'est qu'on a une grosse partie d'actifs non risqués, donc dans son cas à lui, ce serait la partie immobilière et la partie métaux, la partie pièces, etc. C'est pas que c'est pas risqué, mais disons que le but, c'est vraiment de préserver le capital. Et puis une toute petite partie, alors normalement dans la stratégie barbell, c'est pas juste des actions comme ça, c'est beaucoup, beaucoup plus risqué. On parle d'options très agressives, très hors la monnaie, etc. Mais voilà, c'est drôle, je me suis dit, finalement, il considère qu'il est suffisamment safe dans sa partie IMO et métaux, objets de collection, etc. pour acheter du Tesla ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que le portefeuille boursier est plutôt en phase de constitution parce que notamment en termes de taille par rapport au reste, c'est vrai que ça reste petit. Alors ce que je vous propose, c'est que
je vais lire en fait ce que m'a envoyé Anthony, qui explique un petit peu ce qu'il fait et quelle est sa stratégie. Alors je le cite. Donc il me dit « J'investis dans des objets physiques car j'adore et je crois dur comme fer dans les actifs tangibles. Je joue au tennis avec une personne assez âgée qui est riche et qui m'a dit « Si tu veux conserver ta richesse dans le temps et qu'elle se transmette de génération en génération, ton patrimoine doit être investi 30% en immobilier ou terrain, 30% en métaux précieux, 30% en objets de collection et œuvres d'art et 10% d'actifs à risque. » J'ai beaucoup réfléchi et je trouve ce raisonnement intéressant. Alors c'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Vous savez, moi j'ai pas du tout ce type d'approche, mais je respecte énormément ce qui est fait. Et donc il précise un peu, il dit « Je suis numismate professionnel en complémentaire et j'ai pu voir depuis 15 ans l'évolution des prix du marché, c'est hallucinant. Mon père l'est également, donc il n'est pas professionnel son père, mais c'est un numismate amateur et j'ai pu connaître l'évolution sur 40 ans. Je trouve que les pièces de collection sont vraiment très intéressantes à détenir dans un patrimoine sur long terme. » Ensuite, donc, je lui avais demandé, et d'ailleurs pour les prochains, si je sélectionne entre guillemets votre patrimoine, je vais vous poser les mêmes questions, donc achat, vente, stratégie, risque, source, etc. Donc sur ces critères d'achat et de vente, ce qu'il me dit faire sur les métaux précieux, c'est que d'abord, il va viser quelque chose qui l'intéresse. Ça ne me surprend pas, on est vraiment dans un patrimoine passion ici en grande partie. À la fois passion, aussi passion puisqu'il en a fait son métier. En fait, c'est parti d'une passion, il en fait son métier et il a une partie de son patrimoine relativement conséquente qui est investi là-dedans. Donc, premier choix, quelque chose qui l'intéresse. Donc, je le cite. Je rentre en petite partie histoire de m'intéresser au sujet. Si j'investis pas un minimum, j'ai tendance à ne pas approfondir le sujet. Alors là, j'avoue, je suis pareil. Moi, s'il y a une boîte qui m'intéresse, je l'étudie un petit peu, je mets une petite position et puis ça me pousse à approfondir. Donc ensuite, il me dit, dès que je connais mieux le sujet, j'essaie de trouver le bon moment pour investir plus. J'investis 50% de ce que je suis prêt à mettre et je garde 50% de réserve au cas où ça rechute. Alors, c'est drôle, cet aspect de rentrer en plusieurs fois, je fais exactement la même chose. La différence entre lui et moi, mais c'est aussi parce qu'on n'est pas sur les mêmes supports, c'est que lui, donc il met la moitié et il va mettre une deuxième moitié si ça chute. Alors que moi, j'aurais plutôt tendance, si ça chute, on parle de chute fort, on ne parle pas de plus 5, moins 5, plus 5, c'est du bruit du marché. Mais c'est vrai que s'il y a une forte chute, j'aurais tendance à réanalyser pour être sûr que j'ai bien la même conviction, qu'il n'y a pas des nouvelles qui se sont passées, qui ont changé, etc. Alors que lui, quand ça baisse, voilà, c'est le signal pour lui d'investir plus fort. Et en fait, c'est hyper logique parce que lui, comme il est surtout dans des objets de collection et dans des pièces, c'est évident que c'est la même pièce quand le marché baisse de 20 ou de 30%, c'est exactement la même pièce. Donc pour lui, c'est forcément une aubaine. Alors qu'en bourse, on a tendance à justement croire que quand la bourse baisse de 20 ou 30%, enfin pas la bourse en général, disons une action baisse de 20 ou 30%, c'est forcément un discount, un rabais de 20-30% par rapport à il y a 2 mois. La réalité, c'est que si ça se trouve, entre-temps, il y a eu des résultats qui sont tombés, qui étaient pourris, et donc à moins 30%, on achète 30% moins cher, mais on n'achète pas non plus la même société, on a de l'information en plus qui est arrivée et qui potentiellement nous fait dire qu'à moins de 30%, c'est encore trop cher. Donc c'est drôle de voir ces deux approches. Moi, j'aurais tendance, à regarder le marché pour investir mes 2e, 3e, 4e fois et être plutôt conforté si ça monte, tant qu'on reste dans des valorisations raisonnables, plutôt content s'il y a une baisse raisonnable sans nouvelles à côté, mais c'est pas systématiquement waouh, je suis hyper content si ça baisse de 20%. Pour moi, il faut vraiment que je vérifie ce qu'il y a. Mais c'est drôle, forcément, on n'a pas la même approche quand on est investisseur plutôt action ou plutôt pièce d'or. Alors, il me dit, si ça monte, j'attends une hausse significative. Alors là, on est plutôt pour la vente. Si ça monte, j'attends une hausse significative, minimum 50% pour revendre et j'essaye de récupérer ma mise de départ. Alors, par exemple, vers 2017-2018, je trouvais que l'or et l'argent étaient sous-évalués. J'ai investi 10 000 euros. À un moment, quand je calculais mon patrimoine, j'en avais pour 17 000 euros. Donc, j'ai revendu pour 7 000 euros que j'ai investi ailleurs. Donc, en fait, il a gardé son investissement de départ et tout ce qui est plus-value, il l'a sorti pour le mettre ailleurs. Alors, attention, il ne faut pas regarder les graphiques, mais les pièces physiques. Les prix évoluent bien plus. Donc, quand il dit les graphiques, je pense qu'il dit l'or. Il ne faut pas regarder juste le cours de l'or, il faut regarder les pièces. Lorsque ça chute, la prime augmente. Donc ça chute moins. Les primes compensent la volatilité, le patrimoine reste donc plus stable. Alors c'est vrai que moi, quand j'avais regardé un peu ce type d'investissement, on a une pièce, c'est constitué du prix de l'or et d'une prime due au fait que c'est un objet de collection qui a été façonné, etc. Et c'est intéressant ce qu'il dit. Donc il y a une espèce de matelas, de buffer quand ça baisse parce que les primes compensent la volatilité. Ensuite, il nous dit « J'aime bien récupérer ma mise ou alors une grosse partie de ma mise. Puis, comme je suis quasiment gratuit dans le sujet, je laisse à très long terme. »
et ma mise, je l'investis ailleurs. Et il revend que si ça touche, enfin voilà, s'il a besoin pour sa retraite future ou s'il a besoin d'argent. Vous voyez, on dit souvent que c'est un biais qui s'appelle de house, je crois que c'est house money, c'est au casino en fait, quand on arrive avec 100 € au casino et qu'on commence à gagner, par exemple on gagne 80 €, donc on a 180, avec les 80 on a tendance à faire un peu n'importe quoi, alors c'est pas du tout ce que fait Anthony, mais certaines fois on a tendance à faire n'importe quoi parce qu'on dit que c'est l'argent du casino en fait, c'est comme si de l'argent qui venait de nulle part, mais c'est faux en fait, les 80 € de plus-value ils ont la même valeur que les 100 € de mise de départ. Après, c'est pas du tout une critique de ce que dit Anthony, hein, c'est pour ceux qui auraient tendance à faire un peu n'importe quoi avec les plus-values en se disant de toute façon au pire je retombe à ma mise de départ. Là en fait ça me paraît assez logique chez Anthony parce que ce qu'il dit c'est qu'il va garder un peu le même montant en fait investi en pièces de collection, et c'est ça qui est drôle en fait, c'est que c'est le même montant mais il va donc perdre des pièces si j'ai bien compris. Donc peut-être qu'en termes de montant ça va être similaire, mais il va avoir son nombre de pièces qui va baisser puis il va investir à côté sur les marchés actions. Pourquoi pas? Alors, je demande à chaque fois si vous avez changé de stratégie. Et lui, ce qu'il me dit, c'est qu'il a pas mal évolué. Au début, il était assez prudent. Il économisait beaucoup et il avait peur que ça fluctue de façon négative. Et puis, il s'est renseigné, il a lu des livres, des vidéos, il a regardé des vidéos, etc. Il a changé sa relation avec l'argent. Et c'est ça qui lui a permis d'investir. Il me dit que son style est assez défensif et de long terme. Aussi bien pour l'immobilier que pour les objets de collection, ce sont des marchés qui, sur le long terme, sont assez fiables. L'immobilier me procure un loyer, donc même si ça chute, j'ai toujours mes loyers qui tombent. Et il me dit que son aversion au risque, il la considère en moyenne à 5 sur 10. En termes de sources, il me dit que c'est principalement des médias libres sur YouTube, quelques entrepreneurs à succès, Zone Bourse, Boursorama, Esprit Argent, et puis quelques livres, ainsi qu'un abonnement hebdomadaire au magazine Trends Tendance. Je ne connaissais pas, mais puis je vois que j'ai regardé un petit peu, et c'est un magazine belge. Alors, pourquoi je voulais vous présenter ce patrimoine? Parce qu'il n'est pas du tout en ligne avec ce que je reçois habituellement. Et c'est ça qui est sympa justement, c'est qu'on voit bien qu'en fait, il y a autant de patrimoine et de décisions d'investissement que de personnes en fait. C'est que certaines fois, en écoutant les conseils d'un peu tout le monde, on a l'impression que si on fait pas du DCA sur un ETF monde ou sur un ETF S&P 500, on a raté sa vie, comme dirait Attali. Mais non, en fait, ce qu'on oublie, c'est que déjà, faire du DCA, bon, il n'y a pas de mal à ça, mais être investi 100% en bourse, c'est un choix, c'est un gros choix d'ailleurs, c'est vraiment un gros pari sur l'économie mondiale ou l'économie américaine, c'est aussi un gros pari sur le dollar, et parfois en regardant la dette en dollars, on peut se faire un petit peu peur en disant mais voilà, heureusement qu'il y a l'hégémonie dollar, sinon on pourrait se faire peur. Donc finalement ce choix-là, il s'explique parce que c'est vraiment passion en fait, il est dedans. Et ça c'est peut-être un point qui est important parce que moi ce qui me fait bizarre avec les objets physiques, c'est qu'il y a quand même des risques, et notamment un risque physique par définition. C'est-à-dire qu'on a un risque de vol, il faut savoir où stocker, il faut être assuré, etc. Et c'est ça qui est marrant, c'est que comme Anthony est professionnel, lui, pour lui, tout ça, ça pose pas de problème. Il est, j'imagine, bien assuré, j'imagine qu'il sait très bien stocker, je sais pas où, et je veux pas savoir, chez lui, dans une banque ou autre, son stock de pièces. Et puis, en termes de frais, et ça il le dit à un moment, il a moins de frais ou pas de frais, donc forcément ça facilite, ça facilite dans son stock, il peut décider de garder de son stock de pièces en fait pour garder à long terme. Donc je trouve ça assez sympa. Après, moi ce qui me gêne toujours dans un patrimoine qui est énormément en biens physiques, notamment les pièces, parce qu'il y a quand même une distinction à faire entre immobilier et pièces, c'est que, admettons que moi, si je mets une grosse partie de mon patrimoine dans ces pièces d'or, en fait, le but, c'est vraiment la préservation du capital, parce que si je regarde à nouveau, je rouvre mon coffre dans 20 ans, j'aurai exactement les mêmes pièces d'or, ça n'a pas bougé, j'en ai pas en plus, elles n'ont pas fait de petit, etc. Il ne s'est rien passé. Alors que si je prends le niveau d'après avec l'immobilier, on dit souvent, on a un appartement, une maison, puis en plus on a des frais, etc. Ce qui est vrai, et les impôts notamment sont en général pas très sympas avec l'immobilier, enfin c'est lourdement fiscalisé, mais ce qui est vrai, c'est qu'à la fin, on a toujours l'appartement qui est là, avec les coûts d'entretien, mais malgré tout, il nous a donné des flux de rendement pendant toute la durée, ce que ne font pas les pièces d'or. Et le niveau d'après, ça va être les actions. Si vous regardez les actions d'aujourd'hui et vous prenez il y a 10 ans où elles étaient, ou dans 10 ans ce qu'elles seront, si vous prenez des bonnes boîtes,
en visitant l'entreprise, vous allez voir qu'en 10 ans, le nombre d'employés aura doublé, qu'il y aura 3 entrepôts au lieu d'un. Vous verrez que finalement, ils ont ouvert des marchés en Asie sur lesquels ils n'étaient pas. Avant, ils étaient sur 2 produits, maintenant, ils sont sur 4 produits, etc., etc. Donc, on voit une vraie différence entre ce qui est vraiment de la préservation du capital pur, donc les pièces d'or. Alors, parce que Anthony me dit, oui, mais ça s'apprécie avec le temps. Je suis totalement d'accord. Mais en fait, ça s'apprécie quasiment purement parce que la monnaie se déprécie en fait. C'est pas les pièces elles font pas de petits, c'est juste que l'euro devenant de plus en plus faible, forcément les pièces vont s'apprécier. Et puis il y a l'aspect collection, et ça c'est la partie que je connais pas, donc je peux vraiment rien dire. Il y a l'aspect collection, et ça, moi, c'est toujours ce qui me fait un petit peu peur avec les œuvres d'art, objets de collection, enfin les pièces, etc. C'est que c'est de la pure offre-demande. Donc Anthony est dans le business, il voit ça parfaitement, mais j'ai toujours ce petit doute-là, moi, j'aurais toujours peur, en fait, que la hype autour des objets de collection, parce que ça, c'est une réalité, hein, tous les objets d'art, etc., ça a explosé pendant des années, les voitures de collection, etc. Petit coup de froid ces derniers temps, sur les montres, enfin, je ne suis pas ça de près, mais sur les montres, il y a un petit coup de froid aussi depuis 1 an ou 2. Donc voilà, moi je suis d'un certain côté admiratif parce que c'est son métier, c'est sa passion, etc. Et je suis sûr qu'il fait les bons choix et qu'il est très content, il dort très bien avec ce patrimoine-là. Pour moi, ça manquerait d'action forcément, enfin de possibilité de s'apprécier plus. Et ce qui me gêne, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si j'ouvre le coffre, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura toujours le même nombre de pièces. Et lui qui dit qu'il va prendre ses plus-values, ce qui est intéressant, c'est qu'il aura toujours je ne sais plus exactement combien il avait, mais disons pour prendre son entreprise, il avait 40 000 euros en pièces. S'il vend en fonction de ses plus-values, il y a le nombre de pièces qui va baisser. Ce sera toujours le même montant en euros, mais n'empêche que dans son coffre, il aura de moins en moins de pièces. Donc c'est vrai que voilà, c'est intéressant. Moi, c'est pas du tout mon truc, mais comme je le vois un peu en constitution de patrimoine boursier et que finalement par rapport à l'immobilier, parce que ça reste toujours l'immobilier qui a la plus grosse part dans son patrimoine, il est quand même à plus de la moitié d'immobilier locatif, plus apparemment il avait d'autres projets pour son cash, etc. Donc on voit que c'est toujours ça, quand on voit un graphique en camembert comme là, on dit ah ouais, mais finalement oui, il a beaucoup de pièces, etc. Mais comparé à l'immobilier, c'est rien. Et c'est ça souvent le problème quand on fait de l'immobilier locatif en direct, c'est que dès qu'on commence à raisonner en pourcentage, on se rend compte que finalement, on va rendre compte, les actions, c'est 3%. Donc bon, comme je pense qu'il prend ses profits sur les pièces pour petit à petit mettre en action, ça va petit à petit se rééquilibrer. Mais c'est vrai que l'immobilier a ce gros désavantage de tout le temps déséquilibrer les patrimoines. Voilà, donc maintenant c'est votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous pensez du patrimoine d'Anthony, et notamment est-ce que les pièces d'or, pièces d'argent, etc., ça vous intéresserait, et si oui, pourquoi, et sinon pourquoi. Moi, la partie que je retiens et qui est intéressante, c'est que finalement les pièces d'or, c'est un peu un mix entre l'or, donc vraiment matière première, enfin, c'est pas réellement une matière première, l'or c'est plutôt une réserve de valeur, et puis avec l'aspect prime, donc là qui pour moi en tout cas est vraiment la partie la moins matérielle, en fait c'est vraiment l'offre et la demande qui fait la prime, mais je trouve ça intéressant. Pour moi il faut avoir le côté passion, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir aimer ça, se dire tiens j'ai vu une nouvelle, voilà, parce qu'il y a tous les pays qui ont eu leur pièce d'or, hein. Il n'y a pas que il y a souvent l'Afrique du Sud, le Canada, là, c'est les Maple Leaf, je crois, au Canada, bien sûr aux États-Unis, en Suisse, etc. En Espagne, ils ont tous leur pièce d'or. Il y a un petit morceau d'histoire qui est attaché, donc je trouve ça quand même très sympa. Et à nouveau, je le répète, le but c'est pas que tout le monde ait le même patrimoine, il faut vraiment que ce soit en phase avec sa personnalité, ses compétences, et là Anthony c'est vraiment le cas. Alors parmi les portefeuilles que j'ai reçus, j'en ai reçu beaucoup, j'ai à peine eu le temps de les parcourir. Déjà je vous remercie à nouveau énormément de l'avoir fait. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des liens vers des sites, des agrégateurs, envoyez-moi peut-être plutôt une copie d'écran, c'est mieux parce qu'après les liens, certaines fois, ils ont une durée de vie limitée. Si j'ai bien compris, je suis pas totalement sûr. En tout cas, si vous avez des patrimoines qui sont un petit peu atypiques, comme celui-là, n'hésitez pas à me l'envoyer parce que je reçois parfois des patrimoines avec 3 ETF et c'est moins évident pour moi d'en parler, et puis ça a peut-être moins d'intérêt, ou alors juste une dizaine d'actions françaises. Pareil, il y a beaucoup moins à dire à part parler du biais domestique, donc voilà. En tout cas, moi, je vais passer un petit peu plus de temps sur le site d'Anthony parce que, notamment, alors
bon, l'or c'est sympa, mais ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est les pièces qui sont très très vieilles, les pièces, comme je le disais, un peu d'empereur romain. Et de ce que j'ai vu, alors je connais vraiment rien, mais les prix m'ont pas semblé si aberrant que ça. J'aurais imaginé que pour une pièce qui a vraiment plusieurs siècles, voilà, il y avait un vrai coût dû à la rareté, un vrai effet rareté, et finalement pas tant que ça. Voilà, mais bon, peut-être que c'est quelque chose que je discuterai séparément avec Anthony. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien, continuez à vous abonner, continuez à liker et surtout à commenter la vidéo. Puis je vous dis à bientôt donc pour des revues de patrimoine, mais pas que, j'ai pas envie de faire que ça. Voilà, mais pour la prochaine fois, je pense que je vous détaillerai un délit d'initié qui a eu lieu il y a quelques temps et voilà, je vous en dis pas plus, mais on pourra, ça nous permet d'apprendre pas mal de choses sur comment fonctionne un délit d'initié et comment l'AMF, puisque là c'est le cas d'une valeur française, comment l'AMF s'en rend compte. Voilà, bon allez, ciao à tous.